des victimes, des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées à faire quelque chose peut-être pour améliorer leur situation. Et genre, évidemment, il n'y a pas de solutions uniques, mais est-ce que vous pouvez apporter des éléments afin qu'une victime puisse se défendre, spécifiquement s'il s'agit d'un environnement de travail, où c'est jamais simple voilà, de faire remarquer certains comportements ou de partager par rapport à certains sujets. Oui, alors le milieu du travail, c'est très particulier en effet, puisque c'est fortement hiérarchisé souvent, qu'il y a des alliances entre les chefs, les cadres, et puis que souvent chacun a un peu peur pour sa place aussi. Donc ceux qui sont apparemment vos amis peuvent avoir peur de vous soutenir pour pas que ça se retourne contre eux. C'est assez complexe. Mais je dirais que la façon de se défendre, pardon, globalement, est à peu près la même quand on est en entreprise que quand on est dans un milieu personnel, familial, etc. Il s'agit tout d'abord de modifier la façon dont on voit le monde. Les pervers narcissiques, les manipulateurs nous enseignent que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Vraiment, ça a l'air peut-être drôle dit comme ça, mais la victime reste victime tant qu'elle est dans cette espèce d'état de choc, de sidération, où elle se dit mais c'est pas possible qu'on soit aussi méchant avec moi. Et à un moment donné, elle va réaliser, et plus vite elle le fera, mieux ce sera, qu'il y a des gens franchement dangereux. Donc la première chose, c'est ouvrir les yeux là-dessus. Oui, il y a des prédateurs, oui, il y a des gens cruels, oui, il y a des gens qui se fichent complètement de vous et de votre bien-être et qui veulent que leur pouvoir et surtout le maintenir. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a compris ça, on peut modifier aussi les relations qu'on a avec ces gens-là, qui sont souvent très séduisants à la base ou qui ont une emprise sur vous parce qu'il y avait un lien affectif. C'est accepter de faire le deuil de cette relation. Accepter que mon gentil chef, que j'aimais tellement et en qui j'avais tant confiance, tout à coup, me traite comme de la merde, excusez-moi le mot, mais j'en vois pas d'autres. C'est accepter de faire le deuil. Voilà. Ça, c'est les premières choses. Ainsi, on retrouve nos forces. Ainsi, on peut commencer à se préparer. Se défendre contre un manipulateur, c'est vraiment une guerre. C'est vraiment une guerre, je dirais, essentiellement défensive. Donc il va falloir reprendre des forces, trouver comment résister, trouver comment ne plus rentrer dans les jeux de pouvoir, ne plus rentrer dans des discussions sans fin où l'autre va toujours retourner vos paroles. Et puis, après, donc simplifier au maximum la communication, laisser des traces, s'arranger pour faire confirmer à l'autre par mail ce qu'il vient de vous dire, pour pas qu'après il vous annonce 10 minutes plus tard qu'il n'avait pas du tout dit ça. C'est-à-dire utiliser, comme je le disais tout à l'heure, le cadre, la loi, des traces, des preuves, en essayant d'éviter tout débordement émotionnel, tout débordement affectif. Parce que le manipulateur, je dirais qu'il adore ça, il voit qu'il a un pouvoir sur vous, il vous fait réagir, vous êtes encore sous son pouvoir, et avec ça, il peut vous accuser. Il peut dire, mais regarde comment tu te mets en colère. Alors que la réalité, c'est que quand on est confronté à quelqu'un de vraiment nuisible, à moins d'être profondément dépressif, ce qui est quand même le cas de pas beaucoup de gens, heureusement, ça va nous faire sortir de nos roues. À un moment donné, il y a une espèce d'instinct de survie, et on pète un plomb. Et c'est là où il nous attend. Oh, regarde, t'es complètement fou, t'as pété un plomb. Est-ce que vous donnez un exemple, quelqu'un qui est une victime qui a réussi à se défendre comme ça en adoptant ce type de stratégie? J'ai malheureusement plus d'exemples de gens qui n'ont pas réussi, mais alors je vais me lancer un peu de fleurs, je vais dire ceux qui sont venus me voir trop tard. Oui, j'ai des exemples, je pense à une de mes patientes qui toute sa vie avait été élevée, puis elle avait développé ça, il fallait être au service des autres, elle adorait son travail, et comme beaucoup de gens, elle faisait 3 heures de plus de travail par jour, non payé, etc., pour faire plaisir aux uns aux autres.
Et on la tenait en lui disant qu'elle était indispensable, etc. Et quand elle a commencé à être très malade, parce qu'elle était tout simplement épuisée, Elle disait elle est indispensable. Donc elle devait Voilà. travailler Voilà. 3 heures de plus justement parce qu'elle était indispensable. tout à fait, hein, elle est indispensable. Et donc, vous voyez, ces situations nous permettent aussi de nous remettre à notre juste place. On n'est pas indispensable, hein, personne. Voilà. Et petit à petit, elle a commencé à essayer de recadrer. Et au départ, ça a été l'enfer. C'est-à-dire que elle recevait elle travaillait dans une collectivité, elle recevait de ses différents chefs, parce qu'il y en avait un peu partout, des directives où en même temps on lui disait oh, j'espère que tu vas mieux, que tu t'es remise. Elle a même été agressée sur le travail d'ailleurs. Et puis, mais quand même, hein, oublie pas qu'on compte sur toi et que tu ne peux tout simplement pas partir en vacances. Tu ne peux pas partir en vacances. Elle a fini par avoir un grave accident, elle s'est cassé la main sur son lieu de travail. Elle a mis, je crois, 5 ou 6 mois à se remettre, tellement son corps était épuisé. Et c'est en fait ce qui a déclenché le truc. C'est-à-dire que là, elle a compris qu'elle était atteinte, qu'elle n'avait plus le choix, et elle a commencé à faire ce qu'on lui demandait et pas plus. Et petit à petit, elle a acquis un pouvoir qui était le pouvoir de dire non. Et je crois que si on devait résumer cette interview en une seule phrase, c'est ça. Réapprenez à dire non. Hein. Réapprenez qu'il y a des limites, que vous n'êtes pas indispensable, vous avez le droit de dire non. Pas à tout, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas non plus de devenir un adolescent rebelle, mais mettez des limites. Donc elle a commencé à dire non. Alors au départ, on n'y croyait pas, on essayait de la faire... de la voir par les sentiments, mais enfin tu peux pas nous faire ça, mais comment on va faire sans toi, etc. Puis après on la menaçait un petit peu, mais tu sais que si tu nous dis trop non, tu vas perdre ta place. Et elle a vraiment blindé son attitude, à chaque fois au besoin, en se reportant à sa fiche de poste, je dois faire ça, j'en fais pas plus. Et petit à petit, quelque part, il y a eu un renversement de situation où elle a pu commencer, elle, à dicter ses conditions. Alors en plus, elle avait été malade, on proposait même de l'arrêter, de la mettre en invalidité, donc elle avait les cartes en main. Hein. Mais ça a été une grosse épreuve, elle y a laissé beaucoup de sa santé. Et puis après, bon, elle s'est reconstruite et du coup, ça lui a permis de régler beaucoup de problèmes dans sa famille, parce qu'elle se faisait bien marcher dessus dans sa famille. Donc ça a été quelque part salvateur pour elle dans tous les domaines. Super. Et justement, vous disiez, c'est de construire aussi. Donc, oui. D'être dans une situation de manipulation. Alors, je crois que ça, j'en parle aussi dans un autre livre qui s'appelle Libérez-vous par le pardon, et qui pourrait d'ailleurs être intéressant sur ce thème. Une fois qu'on a été victime et qu'on est sorti, ou qu'on a fait cesser en tout cas certains agissements, il est important de guérir et de se pardonner soi-même. Voilà, je parle de ça dans ce livre, c'est-à-dire de sortir de cette accusation. Parce que quand on est passé entre les mains, si on peut dire, d'un pervers narcissique et d'un manipulateur, souvent on s'en veut à vie. Hein. On s'en veut d'avoir été faible, on s'en veut de ne pas avoir pu éviter la chose. Moi, je ne citerai pas de nom, mais je connais des histoires de gens qui étaient pourtant très qualifiés pour affronter ce genre de problème et qui l'ont subi comme d'autres. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc après, il faut se pardonner. Hein, se pardonner. Oui, je me suis fait avoir, oui j'ai été trop naïve, bon bah je guéris et qu'est-ce que je fais après? Alors ce qui peut aider à se reconstruire, et je dirais que c'est ce qui peut aider n'importe qui confronté à n'importe quelle épreuve, c'est le sentiment que ça n'a pas été inutile. Hein. C'est dans Alice au Pays Merveille que je crois le lapin dit à Alice, ou c'est Alice qui répond au lapin, mais si le monde n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en trouver un? Hein. C'est vrai, est-ce que l'épreuve a un sens? Après, chacun a ses croyances, mais je ne sais pas si elle a un sens. Par contre, il faut absolument lui en trouver un pour survivre, sinon on devient fou. Hein. On a vécu ça, quel sens on peut donner à ça? Eh ben, on peut donner le sens déjà du travail sur soi. Hein. Ces épreuves sont, je dirais, dans le sens sportif, des entraînements, on nous rend plus fort, en effet, ça nous permet de faire le point sur où on en est, qu'est-ce qu'on a à travailler en nous, à développer, quelles choses à guérir. Et puis après, on met ça au service des autres. Alors moi, c'est une des raisons qui ont fait que je suis devenue psychothérapeute un jour. J'avais vécu dans mon enfance des choses pas très confortables. Je me suis dit autant que ça sert aux autres. Voilà. Et à chaque fois que je me retrouve avec une épreuve dans ma vie, parce que la vie, c'est souvent ça, je me dis tiens, maintenant que j'ai compris comment s'en sortir et comment retrouver son équilibre, ça va servir à mes patients. Hein. Voilà. Parce que toute la connaissance qu'on engrange, après, elle peut nourrir les autres.
Est-ce que vous avez aussi un exemple d'une démarche de reconstruction d'une victime qui a subi ce type de manipulation au travail et qui a réussi finalement à vivre à nouveau pleinement sa situation professionnelle, surtout se reconstruire elle-même? Alors oui, j'en connais un qui a été victime de ça et qui a créé un blog qui s'appelle Manipulateur au travail. J'ai des patients qui... alors quel exemple je pourrais vous donner? Oui, je connais quelqu'un qui était médecin du travail et qui petit à petit s'est investi dans la question des... comment aider les victimes à se reconstruire et à trouver un accompagnement psychologique par exemple. Et puis sans aller jusqu'à des actions très précises, très construites, chaque fois j'ai plusieurs patients comme ça, chaque fois que eux réussissent à sortir d'une situation d'exploitation, j'ai envie de dire, d'exploitation excessive, ils sont de très bons conseils pour les autres. Ils peuvent aider les autres, ils peuvent aider leurs collègues, ils peuvent donner comme ça des conseils, voilà comment te comporter, te laisse pas faire, etc. Et rien que ces petites actions sont très utiles parce que c'est chacun à notre niveau, avec notre capacité à nous positionner d'une manière juste face à l'autre, en essayant de sortir des liens de pouvoir. C'est comme ça que chacun à notre niveau, nous contribuons à tisser des relations plus paisibles dans le monde. Et notre monde en a bien besoin. Et donc cette personne, effectivement, à travers, disons, en trouvant l'opportunité derrière tout ce qu'elle a subi, elle s'est rendue utile pour les autres. Et donc dans ça, elle a retrouvé la force aussi pour se reconstruire et vivre à nouveau. Tout à fait. Et puis, une chose que j'ai déjà évoquée un petit peu à plusieurs moments, c'est que chaque fois qu'on comprend qu'on est dans une situation d'emprise, de manipulation, on va apprendre soi-même à communiquer différemment, on va apprendre à se positionner différemment et à guérir finalement des vieilles blessures qui ont à voir avec la peur, l'autorité. Quelqu'un m'a raconté il n'y a pas longtemps qu'elle était dans une phase de sa vie où elle essayait justement de se positionner face à une de ses collègues un peu tyrannique. Et elle arrive un jour triomphalement à une séance, en pleine forme et tout, en me disant « Je viens de m'engueuler avec une fliquette ». Représentante de la loi qui faisait la circulation. Alors c'était pas grave, c'était pas méchant, et puis ça s'était bien terminé, heureusement pour elle. Mais elle avait l'impression là qu'elle avait réussi à vaincre un interdit incroyable qui était « Ça y est, je n'ai plus peur de l'autorité ». Je lui dis faites attention quand même, mais quelque chose s'était passé en elle et elle savait que maintenant, c'est pas parce que quelqu'un était un patron ou plus grand qu'elle allait s'écraser si on agissait de manière injuste avec elle. Et il y a quelque chose qui était magnifique, là j'avais l'impression de voir une fleur qui vient d'éclore, vous voyez. Je me suis dit, elle, ça y est, elle est libre là.